Bonjour et bienvenue sur les plateaux TV d'Intellienne sur le salon Solutions Linux 2012. Avec moi Christophe Cazin de l'association La Mouette. Bonjour. Bonjour. Vous nous présenterez cette association après. Pascal Aubry, TechLib, bonjour. Oui, bonjour. Voilà. Alors, on va dire une partie communautaire, une partie plus, on va dire, intégration en société de services. Hein, c'est les deux mondes qui sont réunis. Alors, La Mouette, on va en parler, c'est quoi? La Mouette est une association francophone qui défend les suites bureautiques libres pour essayer de promouvoir le format de fichier Open Document. En l'occurrence, en ce moment, beaucoup LibreOffice, puisque effectivement l'ensemble de la communauté, des communautés d'utilisateurs se tournent vers ce produit. Donc, on anime les stands des solutions Linux, des RMLL et d'autres salons Primevert, et on participe depuis peu au conseil d'administration de l'Adulact, donc pour promouvoir ces suites bureautiques libres. D'accord, donc l'Adulact est une association. L'association, c'est l'association des développeurs et utilisateurs de logiciels libres dans les collectivités territoriales. Je ne suis pas sûr d'avoir bien respecté l'acronyme, mais c'est lié aux collectivités territoriales, ce qu'il fallait savoir. Alors, la question effectivement qu'on se pose, c'est les suites bureautiques libres, open source, sont-elles aujourd'hui crédibles auprès du grand public, mais aussi dans le monde de l'informatique, hein. Alors, on va faire un petit zoom particulier sur LibreOffice. Est-ce qu'on peut rappeler un petit peu l'histoire de LibreOffice ? Alors, l'histoire de LibreOffice, pour essayer de ne pas déformer, d'être le plus factuel possible, en fait, c'est un fork d'OpenOffice. Alors, pourquoi LibreOffice ? Parce que quand Oracle a racheté Sun, Oracle ne savait visiblement pas trop quoi faire des logiciels libres qu'il a achetés, principalement OpenOffice. Donc, pendant 2 ans, il n'y a pas eu de modification majeure ou d'amélioration de la suite bureautique OpenOffice. Alors, les utilisateurs et les communautés d'utilisateurs se sont un peu révoltés et un certain nombre ont décidé de forquer et de construire LibreOffice à base de la suite OpenOffice. Voilà. Un fork, juste un fork, effectivement, c'est on reprend les sources du produit et puis on le recompile en y apportant des améliorations ou des différences. Voilà, donc on crée un logiciel équivalent à l'autre et qui va suivre sa propre vie. Une nouvelle branche, quoi. Une nouvelle branche. L'autre pouvant continuer ou mourir. Voilà. Alors dans le cas d'OpenOffice, OpenOffice n'est pas mort puisque au moment où on pensait qu'il allait mourir, c'était un produit qui servait beaucoup à IBM et qui sert toujours à IBM pour sa suite, pour son autre suite logicielle Symfony, qui est basé sur le même code. Donc en fait, IBM a décidé de garder ce code-là. Donc en fait, a proposé à Apache de le donner IBM a proposé à Oracle de le donner à la fondation Apache. Donc en fait, ce produit vit sa vie, mais a perdu quand même une grande part de sa communauté et quasiment la totalité de la communauté francophone. Je dis presque la totalité, parce qu'en fait, il y a quand même un parc important encore en France d'utilisateurs OpenOffice. D'accord. Alors, moi, je voulais rebondir là-dessus parce que ça a un côté... peut-être de l'extérieur un peu pas rassurant de se dire moi j'ai investi, j'ai mis tous mes documents dans OpenOffice depuis des années, j'étais content avec mon OpenOffice que je pouvais installer sur mon Mac, sur mon Windows, sur ce que je veux, sur mon Linux, etc. Et puis hop, il y a des histoires de communauté, je comprends pas trop, alors qu'est-ce qui va se passer ? En fait, peu importe, du moment qu'on a respecté les formats de fichiers et qu'on a utilisé des formats, si possible, ouverts, comme l'Open Document Format, que tente de promouvoir La Mouette, eh bien, on n'a pas de souci. Qu'on continue à utiliser OpenOffice, qu'on utilise LibreOffice ou qu'on utilise tout de suite, qui sait exploiter correctement les formats de fichiers ODF. Donc, en fait, c'est .odt pour les formats de traitement de texte, .ods pour les formats de tableur, etc. Donc, ces formats-là sont de toute façon documentés et ouverts et ils ne seront jamais perdus. Voilà, exactement. Et donc c'est aussi un peu une... C'est ce qui fait la pérennité. Il était intéressant que d'autres applications du marché suivent cette norme plutôt que d'en créer une autre. Et en fait, le fait de voir qu'effectivement un logiciel libre qui
qu'on tente de tuer parce que par des intérêts, hein, dans le cas d'Oracle, eh bien, peut continuer à vivre. Même un logiciel qui fait plusieurs millions de lignes de code, c'est plutôt rassurant de voir qu'effectivement, c'est possible. Même un logiciel éditeur qu'un éditeur abandonnerait, le fait qu'il soit libre et ouvert permet à une communauté de reprendre la main et de continuer à le faire vivre. Bon, dans l'occurrence, OpenOffice n'est pas mort, mais même si OpenOffice avait été tué par son éditeur, LibreOffice serait toujours là et effectivement assurerait la continuité de service pour les utilisateurs qui ont choisi ce logiciel libre. C'est un bel exemple de la vitalité et finalement de la sécurité et de la pérennité Ça, c'est effectivement un avantage, on va dire, majeur des suites bureautiques libres. En termes de fonctionnalité, maintenant, je peux faire la même chose qu'avec son équivalent bien connu chez Microsoft. Oui, bien sûr, la grande majorité des fonctions sont reprises. Alors il y a des choses qu'on ne peut pas faire avec LibreOffice, qu'on peut faire avec Office, et d'autres qu'on ne peut pas faire avec Office et qu'on peut faire avec LibreOffice. Il y a les exports PDF, par exemple, en un seul clic, qu'on peut faire avec LibreOffice. Il y a vraiment... Ces produits sont de toute façon, pour la base, constitués des mêmes composantes. Et on peut faire exactement les mêmes choses avec. Après, effectivement, ça va dans l'utilisation pour les power users où on trouvera des différences et là c'est à chacun, disons, de trouver son bonheur. Mais l'avantage dans la suite bureautique libre, c'est que si vraiment l'usage fait que une fonctionnalité importante mobilise la communauté pour être introduite, il n'est pas très difficile dans un logiciel libre de le faire vivre, alors que pour un éditeur chez Microsoft, il faut que l'éditeur le décide et c'est parfois beaucoup plus lourd. Je pense qu'il y a un autre aspect aussi, c'est qu'au-delà vraiment purement des fonctionnalités, il y a l'habitude. L'habitude. Ouais. Donc quelqu'un qui travaille déjà depuis plusieurs années sur la suite OpenOffice puis LibreOffice, il y a quand même beaucoup on retrouve beaucoup de choses, hein. Il y a des choses qui ont changé déjà, mais on retrouve encore beaucoup de... on le met sur du Microsoft Office 2010 aujourd'hui, il risque d'être perdu. Au même titre que quelqu'un chez Microsoft qui était sur l'ancienne version, encore les versions 2003 ou encore avant, avec l'ancienne ergonomie et la nouvelle, il est perdu aussi. Donc de toute façon, il y a un investissement en temps pour maîtriser la solution et effectivement, quand on change, on perd en productivité. Mais je pense que un autre avantage très important des logiciels libres en matière de bureautique et d'outils côté desktop, c'est leur disponibilité sur de très nombreuses plateformes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, LibreOffice, il n'y a pas de problème pour l'installer sous Linux, il n'y a pas de problème pour l'installer sous macOS X et il n'y a pas de problème pour l'installer sur toute génération de Windows. Oui, et je dirais même on va aller au-delà puisque en 2013 est prévue une version pour Android. Alors avec les différences qu'effectivement Android est pour l'instant prévu plus pour le tactile, les tablettes, les téléphones. Donc en fait les développeurs sont en train de revoir l'interface utilisateur pour pouvoir entre guillemets appréhender les fonctionnalités au doigt et à l'œil, si on peut dire. Il y a une version web, je crois aussi. Alors il y a une version web aussi qui est une version web, une version cloud qui est en cours de développement aussi, qui est financée en partie par la région Île-de-France pour s'intégrer dans l'ENT, l'environnement numérique de travail pour les lycées travail, et pour servir de plugin de traitement de texte. C'est-à-dire qu'en fait sur le poste de travail on n'installe rien, tout est en HTML, voire en HTML5 dans le cas de LibreOffice, donc les dernières versions d'HTML et ils pourront utiliser en fait cette suite bureautique en mode web avec exactement la même interface qu'ils ont actuellement quand ils installent le client lourd, enfin le gros logiciel LibreOffice sur leur poste de travail. Là, on se libère de l'installation poste à poste d'une suite de bureautique qui pèse dans certains cas quasiment 1 giga aujourd'hui. Moi, je voulais profiter aussi de ce petit plateau télé pour parler aussi dans le domaine de la bureautique et des outils de productivité de poste de travail, d'autres outils très intéressants comme Inkscape sur la partie dessin vectoriel. Donc c'est un peu un équivalent de Illustrator chez Adobe. On va retrouver The Gimp, qui est aussi un très très beau projet communautaire avec de très très nombreuses fonctionnalités, qui est bien traduit en français, qui
qui va gérer des calques, etc., qui est un outil de plus de retouche d'image, plus photo, donc qui va être l'équivalent de Photoshop. Et puis on va retrouver aussi un autre outil qui est très intéressant qui s'appelle Scribus, qui est un outil de PAO. Donc là, à l'instar de ce qu'on fait avec Writer, avec la partie traitement de texte, on va faire des documents beaucoup plus gros qui vont contenir plein d'images qui vont être mis en page avec les hirondelles pour l'impression offset, etc. Enfin, un produit très pro. Nous, chez TechLib, on l'utilise pour nos publications. On a un export PDF à N DPI qui va directement chez l'imprimeur et on a quelque chose de nickel. Et sur la partie Inkscape aussi, pour l'outil de dessin vectoriel, c'est basé encore une fois sur un format de fichier ouvert, documenté, qui est XML, qui s'appelle SVG. Et qui d'ailleurs est lu nativement par LibreOffice, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Et aussi par les explorateurs internet tels que Firefox. Faire des présentations. Donc on est vraiment sur de l'interopérable et avec des solutions qui aujourd'hui ont atteint un niveau de maturité qui fait qu'on peut vraiment les utiliser au quotidien en entreprise ou à la maison sans difficulté, quoi. Donc, ça, donc je crois qu'on peut clairement conseiller aujourd'hui aux entreprises et aux particuliers, bien entendu, de se tourner vers ces solutions-là qui répondront on va dire en grande majorité, voire en totalité à leurs besoins bureautiques. Et le gros avantage, c'est qu'elles sont multiplateformes, c'est-à-dire qu'on peut les installer effectivement d'abord en premier temps sur un Windows, et puis quand l'utilisateur en fait a besoin que de l'applicatif, il ne se sert pas forcément toujours du système d'exploitation qui est là pour assurer les tâches de fonctionnement de base de l'ordinateur. Une fois que qui ne l'intéresse pas lui. Voilà, tout à fait. À partir du moment où il va retrouver toutes ces applications après dans un autre environnement, sur un Mac ou sur un Linux, eh bien il sera moins déboussolé et c'est vraiment une stratégie intéressante de migration pour arriver à passer sur une plateforme entièrement libre et un poste de travail entièrement libre. Tout à l'heure, hier, on parlait de l'utopie d'un système d'information 100% libre. C'est vrai que quand on détache les adhérences, c'est-à-dire que sur le poste de travail, on n'a plus de clients de messagerie propriétaires, on a mis LibreOffice pour la bureautique, on a Inkscape, Scribus, nos différents outils, etc. On a toute une suite complète. Firefox, on a Firefox, on a VNC, on a tout ce qu'on veut. En libre, c'est vrai que le jour où à la limite la personne, on lui met, il n'y a plus le Windows derrière, mais il y a un Linux, mais elle retrouve tous les icônes avec ses applications amies et chéries. On a facilité le passage. C'est clair. Voilà. Et j'ai envie de dire, juste avant qu'on conclue, la question c'est pourquoi acheter, ou pire, parce que moi je suis pas pour le piratage du logiciel, je comprends que les éditeurs ils ont besoin de... Pourquoi pirater du logiciel propriétaire aujourd'hui, qu'il faut en libre, alors qu'on a des outils très performants et sympathiques à portée de main qu'on peut télécharger sur internet et sur lesquels on peut contribuer aussi d'ailleurs. Voilà. Très bien. Un site où je peux retrouver des informations sur LibreOffice? LibreOffice.org. Ok, parfait. Écoutez, merci beaucoup pour cet éclairage sur ces aspects-là. Bonne fin de salon, à bientôt. Merci. Merci. Merci, bonne journée.